Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radioactive dans la bande des comics, l'émission spéciale bande dessinée de Radioactive. Vous êtes bien sur 100 FM sur l'aire toulonnaise, sinon radio-active.net et vous avez même les podcasts. Aujourd'hui, c'est l'émission 41 spéciale fête de la musique, puisque hier c'était la fête de la musique, on a joué dans les rues à les trompettes. Aujourd'hui, on a une bande un petit peu recomposée. On aligne toujours l'entraîneur bis, on a une douce pensée pour RD qu'on embrasse avec un gros poutou et notre ami Gilou pareil qui s'est fait porter pâle, peut-être qu'ils sont malades ensemble, on ne sait pas, bref. Je présente la bande du jour, il est à la régie, il est un peu notre fondation de cette émission sans qui rien ne serait possible, c'est Jérémy. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, en pleine forme. Est-ce qu'elle a mis des... Non, elle n'a pas mis ses chaussures aujourd'hui. Toujours pas. Toujours pas. Annie, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ah, bah très bien. Oh, tu me vois maintenant? Non, vous. Tout Ah, le monde. Oui, bon. ça va. Ça, vous, tu vois, ça faisait très, très solennel. Et on est accompagné pour cette émission et la prochaine par Julien et Chloé de la médiathèque d'hier, qui alors ça ne bouge même pas. Vous pouvez parler, c'est vous maintenant. Ah super, Voilà. merci, bonjour à tous. Bonjour, tout va bien? Ouais, nickel, on est très heureux d'être là, merci de l'invitation. Ah, bah, Merci écoute, beaucoup. avec plaisir de vous recevoir. Donc vous êtes avec nous pour cette émission spéciale Fête de la musique. Et pour la prochaine, on peut dévoiler, on fait un peu de teasing peut-être. Exactement. Ça sera une spéciale bande dessinée en médiathèque. Donc on reçoit des médiathécaires. J'espère que vous avez eu l'accréditation secret défense, que tout le monde a regardé. Ça y est, le C'est multipass bon. est passé. J'ai vu un mec en costard avec une oreillette dans le couloir. Je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il fait là. Bon, au niveau du sommaire, évidemment, on fera un tour par l'actualité, évidemment sur le monde de la bande dessinée. Un premier dossier, la BD en musique. Il y a plein de choses à découvrir. On fera un petit tour par les chroniques, évidemment. Alors, spéciale fête de la musique ou pas, on verra. Et on fera le quiz de Pagil, puisqu'il n'est pas là, du coup. Le quiz trouvé dans un Kinder Surprise. Et voilà pour cette émission. J'ai un petit jingle. Breaking news. Allez, on attaque avec les news. Annie, vu que tu n'en as qu'une apparemment, c'est à toi. Alors, il y a la deuxième volume de sortie pour Kuki no Adabana. Alors, d'habitude, là, il y a Gilles qui dit « Ah oui !» Et là, il est Bien pas là. sûr. Et je me Bien suis sûr, dit- merci Julien, super, merci. Parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Moi non plus. Vas-y. La sortie, elle est prévue pour 5 juillet, en revanche. C'est un manga autour des mythes japonais. Donc, on va suivre l'Odyssée, en fait, d'un lycéen qui voit des dieux, qui voit des esprits, qui fait la rencontre d'une divinité de la pauvreté qui s'appelle Kazura. Mhm. Et ils vont affronter un monstre, tous les deux, et ils vont être embarqués tous les deux dans une quête un peu épique dans le monde des dieux. Donc, on va suivre le côté un peu... il y a beaucoup de fantasy, beaucoup de mystère, beaucoup d'action, beaucoup de combats, mais il y a aussi une narration qui est basée quand même sur le côté malheur, bonheur, l'entre-deux, qu'est-ce qu'on fait. Il y a une représentation un peu personnifiée des mythes japonais, en fait, qui existent... Dis-moi. Et c'est un one-shot ou c'est une série? Non, c'est une série. Par contre, ils ont que 4 volumes. Donc, c'est C'est court. Donc la série C'est- se finit en 4 volumes. tout à fait. D'accord. La série, elle est en 4 volumes. Ça te plaît, Rémi, ça? Oh putain, j'adore. C'est vrai. Quand c'est 4 volumes en manga, le mec, on dirait qu'il fait un one-shot dans les comics, quoi. Parce qu'il y ça, avait- ouais. il y avait un peu dans le même esprit, la même chose avec de la mythologie chinoise. Je pourrais te conseiller quelque D'accord. chose juste après. Ouais. Ok, au niveau du lectorat, c'est quel public? Oh, c'est les ados. À partir de 12, c'est OK. À partir de 12. Ok, Ouais. merci. Jay, est-ce que tu as une news? Oui, alors on va passer du côté des adaptations et donc de la partie adaptation comics. Et je vais vous parler de Green Lantern. Oh, Oh c'est non. une surprise. Sachant qu'il y a une série donc, qui est prévue à sortir chez DC, qui s'appelle Lanterns. Donc parmi toutes les lanternes, parmi toutes les séries en tout cas qui sont prévues, il y en a une sur le Green Lantern qui s'appelle donc Lanterns et qui est donc DC a fait une annonce sur les personnes qui vont l'écrire. Et on a notamment Damon Lindelof qu'on a vu déjà derrière Lost, Watchmen, Leftovers. Voilà, pour le coup, il est plus à présenter. Et également Chris Mundy qui est derrière Ozark.
Ozark, qui vont être chargés de l'écriture. On annonce une série qui va être dans l'état d'esprit de True Detective. Donc avec une enquête voilà, qui va se passer avec Hal Jordan qui sera le mentor de Jon Stewart. Et donc voilà, j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner. Super. C'est une série d'animation ou c'est une série c'est une série live. Okay. C'est une série live. Live action. Pour 2025, alors c'est pas... C'est une date de sortie en 2025 quoi. Voilà, tout à fait, ça a été annoncé. Et il y a même ton chouchou Tom King qui va être associé à l'écriture. Oh, j'ai un Roland de quelque chose qui... je sais pas, je vais mettre un saut à côté. C'est dès que tu dis Tom King, je barbouillais. Je sais pas. Ok, j'espère que ça sera un peu dans la lignée de Terre 1, Green Lantern Terre 1, j'avais beaucoup aimé cet esprit. C'est pas impossible, plus sombre du coup. Ouais, plus sombre, plus alien, j'avais vraiment beaucoup aimé. De mon côté, une séance de dédicace à noter chez Charlemagne Toulon, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est Cyril Pedrosa qui sera avec nous le 29 juin à partir de 14h30 pour une rencontre suivie évidemment d'une séance de dédicace. Il a sorti récemment un journal d'une bataille, qui est une espèce d'artbook, mais aussi L'Âge d'Or chez Dupuis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de feuilleter cette bande dessinée en 2 volumes. Si. Qui est... J'ai beaucoup aimé. Mais alors je l'ai pas lu, j'ai feuilleté, j'ai fait exprès de pas me dévoiler le truc, mais d'une splendeur. Elle est magnifique. Incroyable. Vraiment, moi, ça m'a fait penser un petit peu à Peau d'Homme dans le... Oui, c'est vrai. On va dire, pas tant le dessin, mais un peu cette ambiance-là. Mais alors, je sais que je vais m'offrir, parce que j'ai été sage, les 2 volumes de cette bande dessinée. Qui a une autre news, du coup? Moi, vas-y. Non, vas-y. juste rebondir parce que le mec qui prend la parole tout de suite là. Vas-y. Non, mais tu parlais de Tom King et vu que tu as l'air de l'admirer beaucoup, moi je suis assez impatient de savoir ce qu'il va faire avec Wonder Woman. Oui. Il va faire Wonder Woman hors la loi et le peu que j'ai vu, moi ça m'a l'air intéressant. Alors sachant que moi Tom King c'est surtout ce qu'il a fait sur Mr. Miracle que je trouve super intéressant et je suis curieux de voir l'angle qu'il va adopter pour adapter ce personnage sur lequel beaucoup se sont un petit peu cassé la figure. Et il y a le Tom King là et il y a aussi le dernier Ed Brubaker et Sean Phillips là où gisait le corps. Celui-là je l'attends aussi avec beaucoup d'impatience parce que Criminal ça fait partie de ces comics qui m'ont enthousiasmé et je suis vraiment impatient de lire la suite, en tout cas la suite de leur duo quoi. Jay, tu veux prendre la suite? Une news? Ouais, pas de souci. Oui, allez. Alors, on va passer un petit peu de l'autre côté des comics mainstream avec Marvel. Et Wolverine Revenge, qui est une mini-série qui a été annoncée du côté de chez Marvel et qui va commencer au mois d'août aux États-Unis, donc quelques mois après en France, et qui va être écrit le personnage par Jonathan Hickman, qu'on a vu bosser notamment sur Fantastic Four, les X-Men, etc. Et Greg Capullo au dessin, Spawn, Batman, la cour des hiboux notamment. Voilà un dessinateur que beaucoup attendaient sur ce personnage-là. Et donc voilà, avec une histoire qui va être assez sanglante parce qu'ils vont faire même une version qui est pas pour les petits, la version Red Band comme ils appellent maintenant aux États-Unis. Donc avec une version non censurée en tout cas, beaucoup plus violente, vraiment plus adulte a priori. Ok. Je prends la suite. Julien en parlait. On a des nouvelles pour l'adaptation live action de Criminal. Du coup, on a 2 acteurs qui ont été confirmés. C'est Charlie Hunnam, qu'on a vu dans Rebel Moon. Je me souviens de cours d'anglais. Et Sons of Anarchy. Et Adriana Arjona, je ne sais pas comment on prononce, qui a joué dans Andor et donc aussi dans True Detective, qui ont donc été castés pour cette adaptation live action du comics Criminal de Sa Majesté Ed Brubaker et Sean Phillips. Bien évidemment, là aussi, on attend de voir ce que ça va donner en espérant que ça soit à la hauteur. Okay. Est-ce qu'on a encore du temps? Est-ce qu'on a encore des news? Allez, enchaîne, vas-y. Allez, une autre. Alors, on va passer maintenant du côté de l'indépendant, toujours en comics, avec Gromets. Vous en avez peut-être pas entendu parler de ce truc-là. Ça va sortir chez Image Comics. Ça commence là aussi aux États-Unis, tout juste à la période de l'été. Donc, pour le coup, Rick Remender à l'écriture. Voilà, un auteur que j'aime beaucoup, qu'on retrouve sur Black Science notamment, et tout un tas d'autres choses très très bien, Punk Rock Jesus d'ailleurs, on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et plusieurs dessinateurs dont Brian Rossi, qui vont dessiner donc cette série, qui va parler de skateboard dans les années 80. Donc on va revenir vraiment sur une thématique qui lui est chère. Lui, il adore les années 80, dans Deadly Class notamment, il nous dépeignait une jeunesse complètement désabusée, avec notamment un milieu très punk, un état d'esprit très punk. Donc voilà, très hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai vu déjà un peu les dessins et lui il est très très enthousiaste, Rick Remender, sur cette série là. C'est vraiment la série qu'il voulait faire depuis longtemps, donc voilà, hâte de voir ça. On a encore du temps? Allez, une petite dernière. Alors
je fais mon piscinaigre ou pas? Non, allez, ça va. Une nouvelle, est-ce que vous avez entendu parler du Comic Shop Assemble? Oui. On va faire des professionnels ici. Donc il y a plusieurs librairies spécialisées comics qui vont du coup s'unir pour proposer des séances de dédicaces, des partenariats, des exclusivités dans le monde du comics. Alors j'ai écrit petit, mais il y a du coup À Plein Rêve à Nantes, Astro City à Lille, Central Comics à Paris, Comic Zone à Lyon, Evil One Comics à Clermont. Oui. Clermont, c'est où Clermont? Excalibur Comics à Chambéry, les Fictionautes à Nice, et le Snorgle à Marseille. C'est rajouté dernièrement le comptoir du Avant-hier. rêve de notre ami Guillaume. Tout à fait. Et À Toulouse. voilà, donc du coup une très bonne nouvelle. Je pense que les librairies ont tout intérêt à Les librairies travailler indépendantes, ensemble, elles ont du raison. coup, à proposer des choses, à proposer des séances de dédicaces communes, des tirages exclusifs. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle et on va suivre ça avec intérêt pour voir l'évolution de ce Comic Shop Assemble. Yes. On est bon? On est tout bon. Eh ben on est bon, on va faire une première pause musicale. Spin Doctor Jimmy Olsen's Blues. Qui c'est qui a choisi? C'est Julien. Ah, c'est Julien. Alors, tu peux nous en pourquoi dire un petit mot vite fait? Tout simplement, puisque la thématique aujourd'hui portait sur la musique. Et Spin Doctor, ça fait partie de ces groupes que j'aime beaucoup. Et ils ont consacré cet album-là, qui s'appelle Full Pocket of Kryptonite, sur l'univers de Superman. Et là, on a notre prof Jimmy Olsen qui essaye de séduire Lois Lane, mais il part perdant d'avance, peu cher. Bah tiens, je connaissais pas ça. Spin Doctor Jimmy Olsen's Blues. Super choix. Merci Julien. On attaque notre premier dossier, la BD en musique. Il y a plein de choses qui sont étalées sur la table. Que des jolies choses. Alors, on a à la bande des comics, on a parlé de plein de thèmes, on a fait plein de dossiers. Et comme on est en rapport avec la fête de la musique, qui s'est passée hier, j'espère que tout le monde est rentré assez tôt de la fête de la musique, pas trop éméché. Du coup, voilà, on a voulu développer, explorer un petit peu ce thème qui est la musique, la bande dessinée, et enfin ce pont entre la bande dessinée et la musique, qui des fois n'est pas le thème qui peut être un peu mis en avant quand on va en librairie, mais quand on creuse un peu, on trouve un petit peu de matière. Du coup, voilà, qui voudrait prendre la parole sur ce dossier? Waouh! T'as vu Guillaume, là? On est un peu tétanisé là par j'ai le ma jeu. bonne élève qui a levé la main. Ben, on t'écoute. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque du coup si je te dis la BD en musique, à quoi tu penses? Bah alors moi je vais plutôt penser au manga parce que pour le coup c'est ce que je consomme le plus. Donc toi tu es lectrice de manga? Oui, beaucoup. D'accord. Et c'est juste que j'ai remarqué quelque chose ces dernières années, c'est-à-dire que moi quand j'étais petite et un peu plus ado, j'avais... T'es la plus jeune. Oui, mais j'ai 30 ans, donc quand j'étais petite... Pense aux anciens. Pardon. Et donc on parlait du quand manga. j'étais plus jeune, on avait beaucoup de groupes, notamment de J-pop à l'époque, ou même de J-rock, qui étaient découverts grâce au manga. Je pense à Nana, parce qu'à mon avis c'est le plus représentatif, mais il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, je remarque qu'il y a comme une inversion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes de K-pop qui sortent des produits dérivés de manhwa, en fait, qui sont du coup des mangas coréens. Et on est pareil dans les groupes de J-pop. Et je trouve ça assez étonnant qu'on ait passé de groupes, même de génériques de Naruto, je pense à Arc-en-Ciel qui cartonnait à l'époque. On remonte à une autre époque. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. On a beaucoup moins quand même de groupes qui se font connaître grâce aux génériques de manga. Et c'est plutôt des groupes à la mode qui vont sortir des mangas comme produits dérivés. Et du coup, je m'interroge beaucoup sur ce commerce-là, notamment en Asie, du rapport des labels avec aujourd'hui les éditeurs de manga. Ah, tu penses qu'il y a des ponts entre le... Je pense qu'il y a des ponts commerciaux. La musique, justement. Oui. Alors, en fait, l'un devient le produit dérivé de l'autre. On ne sait plus si c'est l'œuf ou la poule qui fait quelque chose, en fait. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Comment on appelle ça? D'opérations commerciales qui sont faites autour des mangas, mais reliées à un groupe en particulier, ou à un artiste en particulier, ou à un acteur en particulier. Oui, comme BTS, je sais que c'est Chaco qui est une histoire en lien avec les BTS, par exemple. Tout à fait. Il y a AK-48 aussi, dans le même cas de figure. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, AK-48? Je ne connais pas. C'est un groupe de musique à la base. D'accord. C'est, je crois, 5 filles. C'est ça. Il me semble, ouais. Et puis, tu suis juste un peu l'histoire. C'est des spin-offs, des représentations graphiques de ce qu'est Vive, quoi. D'accord. Simplement. Mais c'est quelque chose qui est sorti assez récemment, mais qui prend quand même beaucoup. C'est un peu comme les goodies, pour toutes les licences un peu Ouais, de produits qui marchent, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ouais.
Enfin, ils ont trouvé un truc, ça fonctionne bien et puis ça se vend bien, les gens ils veulent bien acheter. Donc en fait, il y a un prolongement, on va dire, de la vie d'un groupe de musique qui se prolonge. Alors ici, c'est en manga, mais ça peut être dans notre support de bande dessinée. Julien, du coup, toi, la musique en bande dessinée, avec ton expérience de médiathécaire. Alors, pour rebondir par rapport à ce que disait Chloé, alors on va s'éloigner un petit peu de la BD, mais encore que tu parlais des rapports entre les groupes, les compositeurs et les mangas. Moi, je pense aussi aux séries animées. Ah oui. Et moi, c'est vrai qu'il y a très peu de fois où j'ai eu envie d'acheter un vinyle de OST d'un manga. Mais par contre, si on doit parler d'une série animée où le rôle de la musique est primordial, c'est Cowboy Bebop. Ne serait-ce que par le titre et par les intentions aussi. Chaque épisode a un titre qui est lié à un morceau ou un genre musical. Et puis surtout, organiquement, les musiques, elles sont extraordinaires. Parce que Yoko Kanno, avec le groupe Seatbelt, arrive à élargir le champ, j'allais dire, de musical. Ça va du blues, en passant par le rock, en passant par le jazz, en passant par la musique électro. Mais tout est cohérent. C'est pas un blooby-boulga indigeste. Ouais. Tout est intrinsèquement lié à l'histoire et à la narration. Et ça fait partie des vinyles que j'ai voulu avoir parce que c'est des morceaux extraordinaires, quoi. Et en fait, on sait que moi qui achète aussi quelques vinyles, le vinyle a aussi cet objet de collection, à la fois plaisir, collection. T'achètes pas un vinyle comme t'achètes un CD, quoi. Je veux dire, le vinyle, tu l'achètes parce que tu sais que tu vas l'écouter plusieurs fois, il y a un moment pour l'écouter, donc il y a vraiment un prolongement. Je rebondis sur le vinyle. Était sorti un EP il y a quelques temps de Toxic Avengers, qui était l'adaptation de Carbone et Silicium. En fait, c'est pas l'adaptation, mais c'était l'OST, on va dire, fictive de Carbone. Et tu vois ce que c'est Carbone et Silicium? J'ai adoré. Oui, voilà. Donc en fait, il y avait je sais que c'était Ankama, je crois. À l'époque, Ankama, label 619. Qui du coup avait fait un petit Kickstarter, je crois, qui avait sorti un vinyle blanc. Je sais plus, je crois que c'est 100 exemplaires, du coup. Et donc il y a aussi ce prolongement. En fait, on va dire que quand les dessinateurs, les artistes arrivent à trouver un artiste musical avec qui ça match, ils arrivent à transposer la bande dessinée sur un support audio. Et je trouve que ça donne encore, ça prolonge le plaisir de la bande dessinée, parce que lire, tu lis Carbone et Silicium et tu joues le vinyle en même temps. C'était fait pour. Tu as cette espèce d'immersion, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est un des prolongements de la musique. Julien, vas-y. Alors, dans le même registre, par rapport à ce que tu dis, on pourrait citer aussi, parce que c'est assez récent, le côté transmédia, c'est-à-dire comment on associe une bande dessinée à une bande-son. Mais il y a l'initiative de Julien Nil, avec le dernier volume de Lou, où le personnage est censé s'occuper d'un festival de musique. Et du coup, ils ont fait un vinyle où il y a tous les groupes fictifs, mais avec de vrais musiciens, qui jouent les morceaux qui vont jouer pour le festival. Et ça, c'est super. Il y a eu la représentation lors du dernier... la fête du livre. La fête du livre d'hier. Du coup, j'ai pu accompagner Julien. C'était vraiment c'est un super gars, très discret, mais très très gentil. Et il y a aussi des bandes dessinées, des fois, qui me proposent des QR codes, qui renvoient sur des playlists. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, peut-être. We Live, notamment We Live des frères Inaki. Enfin, Miranda Inaki et j'ai plus le nom de son frère. Et bref, ils ont mis effectivement des QR codes pour aller voir des morceaux, donc des liens, et avec des vidéos d'ailleurs sur YouTube avec une espèce d'ambiance qui reprend. Il y a même des clips aussi. C'est ça. Et c'est terrible à faire, lire sa BD, donc son comics en l'occurrence, en écoutant cette BO, et ça plonge vraiment dans l'ambiance. Donc chaque titre reprend le nom des chapitres, là aussi, donc un peu comme Carbone et Silicium. Et pour le coup, c'est vraiment une expérience immersive qui fonctionne super bien. Oui, et puis c'est vrai que beaucoup de dessinateurs, de scénaristes de bande dessinée aiment bien faire des petits clins d'œil dans leur page, sur des morceaux. Des fois, moi je me rappelle, j'avais été cueilli par, je lisais RIP, la série RIP chez Petit à Petit, et du coup j'ai une référence à Ayam sur Demain c'est loin. Tu sais, moi qui suis fan d'Ayam de cette époque-là, ça m'a complètement emballé, tu vois. Après tu réécoutes ce morceau, donc il y a vraiment des ponts, je trouve, entre la bande dessinée et la musique. Et tu vois, c'est ce que j'avais dit en intro, quand on creuse un petit peu plus, il y a beaucoup de matière. Est-ce que vous avez apporté des ouvrages qui sont en rapport avec la musique ou pas? Après, on sait qu'on va les chroniquer, mais si vous n'en avez pas, moi je sais qu'il y a une collection que j'avais il y a très très longtemps, je suis pas très jeune, c'est BD Jazz.
Du coup, je pense qu'en médiathèque, ça doit vous parler. J'en ai quelques-uns à la maison et j'en ai même offert un. Alors, c'était pas BD Jazz, mais c'était sur la chanson française. Il y en avait un sur Gainsbourg, où les illustrations à l'intérieur, elles sont exceptionnelles. Et je trouve que voilà, alors, pour décrire à la radio, du coup, c'est dans un format, on va dire, allongé rectangulaire, en format portrait. Et du coup, il y a quelques pages de bande dessinée. Ici, c'est sur Thelonious Monk, qui est un pianiste que j'adore. Depuis Round About Midnight. Et du coup, il y a, alors pour les plus jeunes, ce sont 2 rondelles blanches de 12 cm et ce sont des CD. Voilà, si jamais vous en avez vu chez vos grands-parents ou quoi. C'est des petits frisbees, c'est ça? Oui, vous pourrez éloigner les pies. Mais du coup, voilà, ce sont des CD. Et je sais que la collection est extrêmement riche. Pas que dans le jazz, mais comme tu disais aussi dans la chanson française, il y avait Charlie Parker, Sonny Rollins, tous ces. Moi, je sais qu'à un moment j'étais très très influencé par le jazz, et du coup c'est une belle collection qui est quelqu'un d'autre. Sinon, moi, si vous m'arrêtez pas, je continue. Hein. Non, mais par rapport au manga, c'est vrai qu'on est parti sur la série animée, mais moi, il y a un manga quand même qui est le manga. Qui m'a fait rentrer aussi dans l'univers des mangas, c'est 20th Century Boy, dont le titre même est une chanson de T-Rex Bolan dans les années 70. Et cette chanson, en plus, elle infuse à travers toute la série, puisqu'à la fin, ça se termine par un concert géant improvisé à la Woodstock, avec tout ce que ça veut dire en termes de force révolutionnaire, en termes aussi de rassemblement populaire. Comme quoi le rock peut être aussi une source de, avoir une application politique. Enfin, il y a plein de choses dans ce manga. Et du coup, voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que là aussi, la musique, elle joue un rôle extraordinaire. Est-ce que le personnage, le pseudo qu'il prend, Bob Lennon, c'est pas un youtubeur au départ, je tiens à le dire. Voilà, ça vient de ce manga-là, avec toutes les influences musicales que ça suppose, évidemment. Quand on s'appelle Bob et Lennon, évidemment, il y a tout un univers musical qui se construit tout autour. Et c'est un manga où on voit la puissance et la force que peuvent avoir la musique. D'accord. Je pensais que tu allais me parler de Beck, en fait. Moi aussi, au début, j'ai cru que tu allais parler de Beck. Il y a Beck aussi, bien sûr. Vous l'avez lu peut-être d'autres Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'en ai entendu parler parce que voilà, c'est incontournable, mais et ça revient et RD nous en parle à chaque fois. Il faut l'arrêter limite, mais non. Après, voilà, comme je l'ai déjà dit, le problème du manga, c'est que c'est trop vaste, trop de sorties. C'est des séries longues en plus. Voilà, tu sais que 20th Century Boy, je crois que c'est 15 ou... Oh, c'est un peu plus. Vingtaine, c'est 21, je crois. Enfin, voilà. Pour moi, tout ce qui est manga, je mets un peu de côté parce que je ne peux pas absorber autant de lecture, c'est impossible. Après, je voulais rebondir sur l'aspect plutôt documentaire de la musique et la bande dessinée. Là, je suis venu avec Les Derniers Jours de Robert Johnson, chez Sarbacane, qui est un très beau livre. Et il y a aussi beaucoup de biographies musicales chez Petit à Petit. Avec notre ami Tony Lorenzo, que je salue, qui a fait beaucoup de bandes dessinées sur Amy Winehouse, sur Otis Redding. Chez le même éditeur, il y a les Clash, il y a Queen. Et ça, je trouve que ça peut être un peu le bon moyen de découvrir un artiste, parce que ne serait-ce que Queen, on a tous quelques vagues idées, notions, tu vois, de ce que ça a été ce groupe. Pareil pour Otis Redding ou même Amy Winehouse. Et je trouve que c'est un peu un bon cadeau qu'on peut se faire ou qu'on peut faire à quelqu'un qui peut découvrir un artiste. Comme je sais qu'il y a Bob Marley. Bob Marley, peut-être qu'on le réduit à 3-4 morceaux, tu vois, qu'on écoute l'été en voiture, mais sorti de ça, Bob Marley, qu'est-ce qu'il a fait, côté révolutionnaire, tout ça. Voilà, il y a tout un aspect qui n'est pas forcément mis en avant. Alors après, il y a toujours une distance à avoir avec ce type de bande dessinée, on sait en termes de fidélité par rapport à la vie du personnage. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous en avez en médiathèque, non, des docus comme ça il me semble en avoir vu. Oui, nous on en a aussi. Oui, je pense que le rapport BD-musique se fait essentiellement sur une base de documentaire. C'est souvent des docus ou des docu-fictions sur un artiste, sur un genre aussi. On a des documentaires en jeunesse qui sont assez bien faits sur des genres musicaux, l'histoire d'un genre, que ce soit le métal par exemple, sous forme de BD.
idées et c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est plutôt bien synthétisé. Et puis il y a l'aspect graphique aussi que du coup rajoute aussi à la compréhension du mouvement. Et du coup, en médiathèque, c'est d'autant plus intéressant parce que ça permet de faire des ponts entre le côté musique de la médiathèque, ce qui n'est absolument pas possible en librairie, et le côté, tu vois, bande dessinée, livre jeunesse. Donc c'est vrai que je trouve que la bande dessinée et la musique en médiathèque, tout du moins, c'est là où ça peut s'exprimer pleinement parce que chacun peut rapporter un disque, un vinyle. Vous avez des vinyles en location en médiathèque? Oui, il y a un fond vinyle qui est récent, mais qui s'étoffe de plus en plus et qui marche plutôt bien d'ailleurs. Donc tu vois, ça permet de faire des présentations croisées. Je trouve que c'est toujours intéressant, alors qu'en librairie, on sait que on se cantonne au livre. C'est assez compliqué d'ouvrir. Oui. Ah. Vas-y. J'ai juste ajouté quelque chose. Vas-y. C'était juste pour ajouter aussi qu'à la médiathèque, il y a eu des concerts qui ont été organisés, qui étaient vraiment pas mal, où il y a un groupe en live. Et derrière, dans un auditorium, grâce à un rétroprojecteur, il y a les planches de BD qui passent, et également des dessins en direct. Des concerts dessinés, beaucoup de travaux, en fait, qui ont été faits autour de ça. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Ce principe ? Je ne connaissais pas du tout le principe. Du coup, je l'ai découvert au travail. Ouais. Et ça change tout, je trouve. Ça rend un concert vraiment différent. On a l'impression de le voir en train de se faire sous nos yeux et ça change. Ouais, il y a une immersion qui se fait. Jay, tu voulais ajouter quelque chose ? Juste une œuvre comme ça, effectivement, qui est l'œuvre, je trouve, assez standard dans le cross-média, c'est Scott Pilgrim, qui est donc à la base un comics, qui a été sorti en film, qui a une bande-son, qui a une série aussi sur Netflix. Et qui est vraiment, pour le coup, l'histoire, elle tourne autour de la musique, quoi. C'est vraiment, c'est pas juste un biais narratif, quoi. Ça sert l'histoire en permanence, l'utilisation des instruments, notamment. Dans la narration elle-même, effectivement, c'est composé comme un morceau de musique. Ouais, c'est assez super. Excellent. Pilgrim, c'est génial. Et alors, je rebondis sur ce que disait Chloé au niveau des concerts dessinés. J'avais assisté à la fête du livre de Toulon, il y a 5-6 ans, je crois, un concert dessiné sur Star Wars. Avec David et Fabry du coup qui dessinait et l'Azur Symphonic Orchestra, j'espère ne pas me tromper, et je salue le chef d'orchestre que je connais beaucoup et c'est qu'il y a, comme tu disais Chloé, il y a une immersion en fait. C'est un orchestre qui joue Star Wars et je trouve que sauf à Annie ça parle beaucoup mais en termes je trouve ça musicalement parlant, Star Wars c'est incroyable. Je trouve ça absolument vraiment génial. Et tu vois le dessinateur qui donne vie à des personnages, tu vois, sous tes yeux, en grand écran, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et comme je savais pas qui donnait ses sketchs, du coup, il y a plein de minots qui sont passés devant moi pour récupérer les sketchs, et j'ai hésité à les tacler pour les... Ah, mais c'est la dure loi de la vie. La clé de bras. La clé de bras, la fameuse. Ah, mais ses preuves. Faut les faire à 1m80. On va faire une nouvelle pause musicale avec Joe Benedetti, Murder Falcon. On se demande bien à quoi ça fait référence. C'est toi qui l'as choisi, Tout à fait, voilà, c'est un comic dont je vais vous parler juste après. C'était donc Joe Benedetti. Il y a un flou total, je me retrouve seul dans la radio. Moi, je sais même pas ce que je vais raconter. Les autres sont encore en train de fumer leurs cigarettes. Cette émission devient n'importe quoi. Il faut vite que le patron reprenne sa place. Ah ben, alors les voit les retardataires. Hein. Ça se voit qu'on n'a pas la pointeuse au travail. J'étais juste à côté. Bon, ça va. Alors du coup, on va attaquer les chroniques. Julien a une chronique, non, puisqu'il n'est pas là. Annie a une chronique, non, puisqu'elle n'est pas là. Du coup, qui veut attaquer sa première chronique sur la bande dessinée en musique ? Qui veut attaquer ? Allez, Chloé, tiens. C'est parti. Rien que pour ça, c'est toi qui commence. Allez, je savais pas qu'à être. Alors, de quoi tu vas nous parler ? Je vais parler de rap français et des mangas. Ah. Ouais, ok. Oui, pourquoi pas, on va te lancer. Oui, allez. Donc moi, je suis une enfant des années 90, début 2000. Et du coup, quand on grandit dans cette décennie, il y a deux cultures pop émergentes qui nous marquent. C'est le rap et les mangas. Ok. Alors, il est évident que plus les années passent, plus je comprends les références des artistes de ma génération, et plus encore quand il s'agit de mangas. Parce que oui, les animés ont bercé notre enfance, et il est normal que les rappeurs d'aujourd'hui se nourrissent de leurs souvenirs d'hier. Mais je pense qu'il y a des connexions récurrentes entre le rap et les mangas. Et je pense que c'est parce qu'ils sont liés par quelque chose de plus profond que seulement la nostalgie. Du coup, j'ai commencé à me questionner. Quels sont les points communs entre les mangas et les animés et les codes du rap ? Et la réponse est plutôt évidente, c'est la structure narrative des shonen. L'idée est assez... Bon, je simplifie, mais l'idée est la suivante. Merci. Parce qu'on disait, shonen, j'arrive à suivre. Mais shonen, ça va ? Shonen, ça va. Donc, on a un héros qui part en quête. Il veut devenir le meilleur dans un domaine. Pour y parvenir, il va s'entourer d'une équipe et il affronte une à une les épreuves pour arriver jusqu'à la gloire. Les valeurs qui sont mises en avant sont plutôt toujours les mêmes. C'est le dépassement de soi, la liberté, l'amitié et la force. C'est pas
si étonnant de retrouver cet univers dans le rap. On a un garçon qui a un rêve de gloire, donc devenir numéro 1 du rap. Il s'entoure d'une bande d'amis, un groupe, des producteurs, etc. Il affronte des épreuves, des refus de label, des critiques, et il gagne petit à petit en puissance, donc album, concert, jusqu'à devenir le numéro 1, disque d'or. Donc réécoutez les ego trips des rappeurs, et vous aurez comme un air de déjà-vu si vous êtes un peu amateur de shonen. Il faut devenir le numéro 1 et le crier haut et fort, tout comme le faisait Naruto pour devenir Hokage. Avec le temps, les références se sont diversifiées. Et je ne sais pas si tout le monde le sait, mais sur YouTube, vous pouvez même retrouver ce qui s'appelle le rap manga. Donc on a le plus connu qui s'appelle The Ace. C'est un sous-genre du rap dans lequel les artistes défendent leurs héros préférés. Donc c'est assez intéressant, on a des clashs entre héros interposés. C'est même pas une ego trip décalé en fait, c'est chacun. Chacun va défendre son héros. Les fans qui se confrontent. C'est un peu les communautés manga qui vont s'affronter sur One Piece, SNK. Rap Contenders, je crois, où les mecs c'est ça, exactement. Okay, mais uniquement avec la thématique du manga. Ok. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui sont curieux d'aller voir. On mettra le lien sur le compte de la radio. Vas-y, continue. On va découvrir. Et donc le rap et le manga sont liés dans leur thématique, dans leurs valeurs. Et c'est pas un hasard, je pense que l'année dernière est sorti le manga, je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est Superstar O Utatate. Je suis désolée pour la prononciation japonaise. Je me tourne vers un professionnel manga. C'était vraiment fin de l'année dernière. fin de l'année dernière en fait, qui est un des rares mangas qui retrace le parcours d'un jeune rappeur qui va évoluer au Japon. Dans tout ce monde-là, donc on retrouve toute la culture hip-hop japonaise, qui est très rare. Et donc j'en arrive à ma conclusion. Parce que si le rap se nourrit des mangas, pourquoi l'inverse ne serait-il pas possible? Et je pense que ça va arriver de plus en plus. Ok, merci beaucoup Chloé. Sympa. Très très sympa. Qui veut prendre la suite? Allez, Jay, vas-y. petite chronique. Alors, je vous ai parlé le mois dernier de Robo Ninja dans un monstre post-apocalyptique. Donc aujourd'hui, je vais prendre le contre-pied en parlant de philosophie, d'existentialisme. Ouais. Oh, non. Non, pas du tout. Je vais vous parler d'un perso. Je vais vous parler d'un perso qui dézingue des monstres avec une guitare électrique. Voilà. On va rester un peu dans le truc. Voilà. J'achète. Très doux. Chez Delcourt, donc ça s'appelle Murder Falcon. C'est donc un album qui est sorti en 2020, qui rassemble 8 fascicules de chez Image Comics, qui était sorti en 2018. Ça coûte 17,50 €, 180 pages, et ça va nous parler donc d'un personnage qui est un gros loser, qui a perdu son groupe de musique, qui était un groupe de heavy metal, et qui a perdu sa copine, ses amis, etc., et qui va découvrir une guitare enchantée qui lui permet de faire venir un avatar pour repousser une invasion de monstres sur la Terre. Ok. Et donc, il va partir en quête aussi de différents avatars, parce qu'on se rend compte qu'il va y avoir plusieurs instruments qui permettent d'invoquer différents avatars. Et alors, ça paraît complètement bourrin comme ça, un peu bas du front, mais en fait, c'est une histoire qui va être vachement touchante. On va avoir notamment évoqué des thèmes comme la résilience, comme la maladie. On ne s'attend pas du tout à ça, mais c'est comme souvent avec Daniel Warren Johnson, donc qui est ici au scénario et au dessin. Comme souvent d'ailleurs. Comme souvent, et voilà, avec le coloriste Mike Spicer, donc qui est celui qui le colorise habituellement. Donc c'est l'auteur qui était derrière Do a Power Bomb, Wonder Woman Dead Earth notamment. Oh oui. Et qu'on va retrouver sur Transformers très bientôt là. Et donc voilà, c'est une histoire que je vous invite à découvrir. Les dessins, c'est absolument fantastique. C'est toujours très 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 dynamique, très coloré. Toujours, quand il y a du mouvement, de toute façon, Daniel Warren Johnson, c'est le roi du mouvement. Mais voilà, ça peut se montrer aussi très touchant. Donc voilà, et en plus il y a un lien avec la musique évident, parce qu'on va utiliser des instruments donc, pour lutter contre le mal, donc le pouvoir de la musique, et le pouvoir du métal particulièrement. Et on a même une tablature à un moment donné, c'est-à-dire qu'il va jouer, même dans la narration, mettre une tablature de guitare, donc avec un thème à jouer à la guitare. Donc j'ai essayé, pour vous, j'ai testé, je suis nul, je l'ai fait très très mal, mais effectivement pour invoquer en fait un avatar qui s'utilise, alors ça n'a pas marché pour moi. C'est pour ça que t'as la tête qui brille un peu au-dessus là, ouais, ok. C'est ça. Donc pour invoquer le Murder Falcon. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette œuvre. C'est une réussite totale, d'après moi. D'accord, j'étais passé un petit peu à côté en librairie, mais j'aime beaucoup cet auteur depuis Wonder Woman Dead Earth. Mais c'est vrai que Do a Power Bomb que tu m'avais fait découvrir, Jay, que j'avais vraiment adoré, malgré là aussi un thème qui peut paraître un petit peu bourrin, qui est le catch. Mais du coup, une super surprise. Julien, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter? Alors oui. Alors comme je sais que Jérémy a une grande affection pour Punk Rock Jesus, je ne vais pas en parler. On va parler d'autre chose. On va plutôt aller du côté de la chanson française. Ouais, c'est assez étonnant. Alors je suis pas forcément un grand amateur de la chanson française. Par contre, j'adore ce scénariste et ce dessinateur qui est Didier Tronchet, qu'on connaît surtout parce qu'il a fait les grandes heures de Fluide Glacial à l'époque. Il avait inventé les personnages de Jean-Claude Tergal, de Raymond Calbut. Et là, il fait un projet qui est personnel. Alors c'est en partie autobiographique, et c'est ça surtout aussi qui est étonnant dans cette histoire. Le chanteur perdu.
paru en 2020. Et en fait, il met en scène un personnage de bibliothécaire qui s'appelle Jean. Et Jean, figurez-vous, mise en abîme. ne va pas bien du tout. Et toute ressemblance avec le chroniqueur s'arrêtera ici. Et Jean, en fait, fait un burn-out. Et comme lui dit son médecin, un bibliothécaire qui fait un burn-out, c'est un peu comme les poissons volants, quoi. On en entend parler, mais on les voit jamais. Et il décide de faire du ménage dans sa vie et dans son appartement. Et il va tomber sur des cassettes audio d'un chanteur qu'il affectionnait dans les années 70, un certain Rémi B. Et ce musicien, ce chanteur, a disparu de la scène, a disparu des radars. Il a fait 2-3 albums et puis depuis après, plus rien. Et commence alors ce projet, ce pari un peu fou de retrouver cet homme qui a accompagné sa jeunesse, qui a accompagné son enfance aussi, et il a envie de le retrouver. Et il a pour seule boussole la pochette du disque qu'il affectionne et les paroles des chansons. Et commence alors un jeu de pistes où on voit notre ami Jean en train de décortiquer et la pochette et les paroles pour petit à petit, il va faire plein de rencontres fortuites et ça va dessiner ce que Paul Auster appelle magnifiquement la petite musique du hasard. Il va finir par retrouver les traces de ce chanteur. Alors, est-ce que la destination vaut le voyage? Ça, je vous laisse le découvrir. Sachez seulement que, comme je le disais, c'est en partie autobiographique, car effectivement, Didier Tronchet est parti à la recherche d'un chanteur qu'il aimait beaucoup. Ah oui, d'accord. Et il y a toute une partie à la fin documentaire où on voit justement ce chanteur en question, qui évidemment, là, c'est un pseudonyme qu'il utilise dans la BD. Et Didier Tronchet a même mis sur son site les paroles et les musiques de ce chanteur, donc on peut les écouter. Et ils ont même composé ensemble une chanson. Oh, c'est chou. D'accord. C'est une histoire incroyable, très tendre, poétique, et avec cette pointe d'absurde que j'aime beaucoup chez Didier Tronchet. Merci beaucoup, Julien. Très très belle découverte. Le chanteur perdu, donc, chez Air Libre. C'était un peu les prémices de la collection Air Libre, non? Parce que ça doit dater un petit peu c'est ça, exactement, ce titre. Annie, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter? Oui, je vais vous présenter Kids on the Slope aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez-vous? Absolument pas. Vraiment? Pas du tout. Quelle question? Ok. Alors, c'est un manga à la base qui a été adapté en animé. On va suivre l'histoire d'un lycéen dans beaucoup des mangas que je vous présente. Au final, je me rends compte maintenant. Qui déménage parce que son papa, il est marin. Donc, il est muté dans plein de villes. Il arrive dans une nouvelle ville. Il habite avec sa tante, son oncle. Et il découvre donc un nouveau lycée, des nouveaux camarades. On suit un peu sa vie. La particularité, c'est que le petit lycéen qu'on suit, il est très timide, très réservé. Il fait énormément de crises d'angoisse. Donc, rien que le fait de se retrouver dans la même classe avec d'autres gens quand il y a du bruit, ça le stresse, crise d'angoisse, compliqué, il faut que je m'en aille vite. Et étonnamment, en fait, on a donc ce cadre-là. On est aussi dans les années 60, donc 1966, pour être plus précise. Il est dans ce cadre très angoissant pour lui. Il fait la rencontre d'un camarade de classe qui s'avère être un voyou, être une brute qui est vraiment méchant. Oui, une école normale, quoi. Voilà, un bully, quoi. L'école publique. Et au final, en fait, ils arrivent à se lier d'amitié. Parce que Kaoru, lui, il fait du piano, il aime bien faire du piano. Et la petite brute, il s'appelle Kawabuchi, lui, il aime bien faire de la batterie. Donc, par un concours de circonstances, ils se retrouvent tous les deux dans une salle où ils peuvent faire de la musique. Ils découvrent, et du coup, ils vont se rapprocher par rapport à la musique. Ils découvrent le jazz, ils découvrent comment ils peuvent jouer ensemble, parce que Kaoru, lui, il est que musique classique. Kawabuchi, lui, c'est que jazz. Du coup, ils ont des conflits entre eux, donc ils n'arrivent pas forcément à jouer tout à fait au début. Mais ça permet aussi, en fait, quelque part de... Il y a une histoire un peu drôle, un peu intrigante dans la façon de comment les deux, en fait, vont arriver à s'entendre, cohabiter ensemble. S'accorder. Ouais, tout à fait. Non, mais vraiment. Magnifique. Extraordinaire. Voilà. Et du coup, on suit leur parcours, on suit leur histoire. C'est une histoire en 9 volumes, donc elle est finie. Tu peux ok, c'est bon. La lire. En dessous de 10, ça va. Je peux l'envisager. Voilà. C'est sorti chez qui? En France, c'est chez Kazé. Ok. Que c'est sorti.
Ce que je disais justement, j'arrivais plus à avoir accès à leur catalogue, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Mais du coup, j'ai complètement zappé ce que je voulais dire pour le coup. Là, tu parlais que c'était en 9 volumes et que du coup, voilà, cette histoire de ces deux petits garçons qui apparemment tout opposent et on va réussir à se retrouver. Ils arrivent quand même à être vraiment cohérents tous les deux ensemble et puis ils font des concerts au final, au fur et à mesure, ils sortent des albums ensemble et tout. Donc c'est vraiment une évolution dans le temps, mais très touchante, très prenante sur deux entités qui, en temps normal, ne devraient pas du tout s'entendre. Et c'est la musique qui les rapproche. Question naïve, ça peut être un shonen, dans le sens où c'est ce personnage on voit le qui rigole. Mais c'est un shonen dans le sens où il y a l'évolution du personnage. Tranche de vie, c'est ça. Alors, ça va être considéré comme un shonen en effet. En revanche, on ne va pas avoir le côté « il faut absolument que j'arrive à mon but ». Parce que ce que ça fait pour Kaoru, c'est que ça diminue énormément ses crises d'angoisse. Donc, il découvre plein de choses, plein de facettes qu'il ne connaissait pas avant. Mais ce n'est pas mis en avant comme il faut absolument que je réussisse à m'en sortir. Ok, très belle découverte. Est-ce qu'on a encore du temps, Jay ? Pour la tienne, oui, bien sûr. Ah, salaud. Du coup, c'est quelque chose. J'ai essayé de passer à travers. Moi, alors, je vais vous parler de Hip Hop Family Tree. Qui est sorti du regretté Ed Piscor. C'était chez Papa Guédé. J'ai écrit une petite chronique en rime. Est-ce que vous voulez que je la fasse quand même ? Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse du beatbox derrière Alors, soyez indulgents. Pour ce dossier spécial fête de la musique, je vais chroniquer Hip Hop Family Tree, décidé par le regretté Ed Piscor, RIP. C'est édité en 4 volumes chez Papa Guédé. La BD revient sur la création du hip-hop, où à l'origine les jeunes s'amusaient à rimer entre potes. Fin des années 70 à New York, la compétition était féroce. Derrière les platines ou le micro, fallait être le boss. Première apparition en public du rap avec Sugar Hill Gang. Rapper's Delight, ça venait du premier boys band. Grandmaster Flash et ses Furious Five avec le message, le temps était dur, ça parlait de la misère dans les parages. L'histoire du hip-hop, c'est aussi joué dans les clubs. Pour faire exploser la sono, tu pouvais compter sur Cool Herc. Ce film, Wild Style, un truc de fou. J'ai rencontré Martha Cooper, Busy Bee et le Rocksteady Crew. Alors, viens pour ce voyage dans le temps, à cette époque d'antan où le hip-hop était la seule musique que tu voulais entendre. Drop the mic. Bravo. Il l'a fait, il nous l'avait annoncé, il l'a fait. Oh, ça a été des vieux souvenirs du rap, là, attention. J'ai mis 3 mois pour écrire ça. Mais du coup, voilà, donc très très belle série en 4 volumes. C'est fini en 4 volumes. Et du coup, voilà, qui revient sur la genèse, mais multiple de la culture hip-hop. On parle de culture hip-hop, pas du rap, avec toutes ces figures emblématiques qu'on a plus ou moins croisé avec ces 3 gros DJ que sont Cool Herc, Grandmaster Flash et Grand Wizard Theodore, qui a, on va dire, s'il est connu pour avoir inventé le scratch, chaque DJ avait un peu sa force. Cool Herc, c'était vraiment d'avoir du gros son. Et du coup, Grandmaster Flash était doué plutôt par sa technique. Pour l'anecdote, un jour, il avait gagné un concours de DJ en commençant par le fameux break qui était en plein milieu du vinyle, et du coup il a joué avec ces 2 vinyles. Et je parle de ce film Wild Style qui n'est pas le premier film sur la culture hip-hop. Je sais qu'il y a Wild Stars, je crois, juste avant, mais du coup ça revient un petit peu emblématique, un peu à l'époque de La fièvre du samedi soir, qui est un film sur le disco, mais qui est un film social aussi, qui est plutôt triste. Et ce film, voilà, décortique un peu la culture hip-hop, les débuts de la culture hip-hop, du graphe, le Rocksteady Crew, qui a été pour moi ce premier groupe de breakers fondateur du coup. Et voilà, moi je sais que j'ai grandi avec le rap, avec la culture hip-hop, et je tiens à parler de culture hip-hop. Et c'est une voilà très très belle série donc de notre regretté Ed Piscor, qui s'en est allé récemment, mais à découvrir si vous ne connaissez pas le monde du rap. Et à un moment on voit KRS-One, alors là j'avais la chair de poule qui les frissons. Eh bien merci pour chacune de vos chroniques. On passe au quiz de Pagil. Oh mon Dieu, oui. C'est ça. Allez. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ?
Alors, pas Gilles, du coup. Jay, c'est toi qui nous fais le quiz. C'est moi qui m'en charge, je vais faire la voix de Gilles. Imitation. C'est parti. Alors, comme on l'a dit, au niveau du quiz, c'est chacun pour sa poire. Hein. Oui. On se pousse, on se tape, on se mord, il n'y a pas de... C'est de la vitesse. Ah oui, là... Alors, il m'a filé ces questions et il se trouve que j'en avais préparé 2-3 de côté. En fait, c'est les mêmes, donc ça tombe plutôt bien. Après, on vous a jamais vu dans la même pièce tous les deux en même temps. Non, c'est ça. Mais comme quoi on se retrouve. Hein. Alors, ça va commencer très facile et puis ça va être beaucoup plus chaud au fur et à mesure, bien évidemment. Okay. Alors, première question Challenge assez accepté. facile. Quel est l'instrument de prédilection de Gaston Lagaffe? Le gaffophone. Ah oui, le Bien gaffophone, effectivement. Julien prend la tête du classement. Je prends souvent la tête. On me dit. Quel est l'instrument du barde Assurance Twix? L'harpe. Non. Le luth. Non. La lyre. Oui, la lyre, bien Oh. vu. Chloé. C'est d'évaluer la lyre, non? Il est chaud. Ah, depuis la zone euro. Alors, quel est l'instrument de Scott Pilgrim? La guitare électrique. Non, La basse. la basse, effectivement. C'était l'un ou l'autre. C'est Bien joué. un bassiste. J'ai jamais Ouais. lu, donc je sais pas. Eh oui, Les beaux bombes. les Le groupe. bom bom. Alors, quel personnage a inspiré le personnage de comics John Constantine? Sting. Sting, ouais. Ah ouais. Ah, physiquement, ouais. Dans son look, ouais. Ah, oui, d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont choisi Keanu Reeves. J'ai pas trop compris pour le film. Je me suis dit, bon, Sting. Non, mais les adaptations d'ici, un jour on en fera un dossier. Faudra en parler, Qui durera ouais. 3 heures, mais on en fera un dossier. Je suis d'accord. Alors là, j'en ai une, je pense que Annie et Chloé vont rebondir rapidement dessus. Il y a un personnage qui est inspiré dans le manga Nana, le personnage de Ren. Qui est-ce? Personnage qui a les inspiré filles. un musicien qui a inspiré le personnage de Ren. Un Je musicien. ne savais même pas. Un Je sais musicien pas non plus. Ouais, Je sais pas, D'un groupe anglais d'un groupe anglais. Allez, John Lennon. Ça, j'ai tenté Robert Smith. elle voit la tête qu'il a, c'est ça, c'est qu'elle voit Ouais, la c'est tête ça le qu'il a. problème, c'est que j'ai pas le nom, mais j'ai la tête maintenant que. Il chante quoi? Il chante des morceaux anarchistes. J'allais dire, ça fait pas un des Sid Sex Pistols. Vicious. C'est Sid Ah, Vicious. Tout à Ouais. fait. Avec la passe d'Est. Non, mais allez, là, je On peut partage avoir le point un avec tout le monde. demi-point. parce que- à demi-point. La passe d'Est, là, pour le coup, c'était pas mal. Merci Julien. Dans le clip de Without Me, Eminem porte un costume. Lequel? C'est de Robin. Robin, ouais. C'est Robin, tout à Au fait. moins une réponse. Dans le clip de Houdini, Eminem porte un costume. Quel est ce costume? Batman. Superman. Red Hood. On y va. On va tous les faire. Houdini. Qui vient de sortir, qui est Je sorti l'ai il y a pas une vu semaine. encore. Ah non, non, Il est pas vu. fantastique. Pas non plus. Vous l'avez Il pas paraît, vu ouais. Mandrake. Je l'ai pas vu, Les mais quatre c'est prévu. fantastiques. C'est facile. Ah, c'est facile, t'es bon, C'est c'est facile. facile. C'est une question piège, c'est une question con, nécessairement. Ok. Robin Houdini. Mais oui, Robin. Il a reporté pour Slim Shady. Ok. Il Ah, a c'est- repris le costume qu'il avait avec À Dr. l'époque. Dre qui revient à côté de lui dans la voiture avec cette scène D'accord. mythique. Incroyable. Oui, hoche la tête. Il est D'accord. fantastique ce clip. Dans le film Lego Batman, de quel instrument joue Batman? Waouh. Violon. Non, Du triangle. non, La batterie. non plus, Il est DJ. non plus. La Ah, guitare. La trompette. La guitare, Ah, la c'est guitare, Annie tout simplement. qui marque un point, Ouais, tout ouais, t'allais simplement. chercher compliqué, Ah, mais. ouais, On ouais. nous fait un petit solo de guitare au milieu du film. Génial. Dans la BD 47 cordes de Ah. Timothée le Boucher, Oui. de quel instrument joue Ambroise? La harpe. De la harpe, Oui. tout à fait. Bien joué. Ouais. Magnifique. Bien joué. J'ai adoré. Ah ouais. Alors, Voilà, question dans le très deuxième facile, volume. ça va aller très très vite. Dans Star Wars épisode 4, comment s'appelle le nom du bar où joue le groupe de musique? La cantina. La Oh, cantine. bien joué, il nous a étalé. Oh pétard, c'est bon, je m'en vais. J'avais promis de pas faire un quiz Star Wars pour Annie. Et finalement, j'ai pas tenu ma parole. Mais au final, c'est la seule que j'aurais pu répondre. Ah, dommage. Allez, on va s'en faire une ou deux petites dernières. Dans un album de Johan et Pierre Louis, donc de Peyo, en 1960, il y a la première apparition des Schtroumpfs. Et il y a un instrument à 6 Schtroumpfs. Quel est cet instrument? La flûte. La flûte, tout à fait. Allez, une petite dernière. Dans le film Across the Spider-Verse, de quel instrument joue Gwen Stacy? La batterie. De la batterie. Avec une intro extraordinaire dans ce film. ouais. Exactement, que Allez, j'adore grandiose. absolument. Bien joué, et c'est Julien qui Ah l'emporte. oui, Bah ouais. bravo. Courte tête devant Chloé.
Pour une fois que je gagne Oh, quelque la chose. main. Oh, la main. Bon, c'est symbolique. Là, tu repartiras pas avec un gros chèque en carton. Hein, désolé, on n'a pas les moyens. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci à toutes et tous d'avoir animé avec brio encore une fois cette émission. Brio était là avec nous. Merci à Chloé et Julien de la médiathèque d'hier d'être venus. Vous restez avec nous pour l'émission suivante qui sera diffusée le 6 juillet. Tiens. Ils vont rester jusqu'au 6 juillet avec nous. On laissera, J'ai pas prévu le sac de couchage. on laissera c'est boire pas et à grave. manger quand même. Merci à tous. Et puis, n'oubliez pas, vous avez les podcasts. Vous étiez bien sur Radioactive 100 FM pour écouter la bande des comics numéro 41. À bientôt. Et également une petite remarque sur le fait qu'on peut écouter tous les morceaux qui sont diffusés en radio mais qui sont pas dans la version podcast. Sur Spotify, il y a une playlist qui regroupe tous les morceaux, donc il y en a plus d'une centaine qu'on a diffusés depuis le début de l'émission. C'est la bande originale de la bande des comics. C'est exactement, c'est la BO de la bande des comics. Et du coup, le dernier morceau, le morceau de fin, c'est Julien qui l'a choisi. Et si tu veux nous dire un petit mot dessus. Sur Tank, alors donc Ouais. Yoko Kanno et Seatbelts. Alors oui, on en a parlé tout à l'heure, c'est parce que j'adore cette série animée. Pour moi, elle est parfaite Elle est extraordinaire. sur tous les plans. Et ce morceau, quand on l'écoute, on n'a qu'une envie, c'est de partir à la conquête de l'univers. Elle est extraordinaire, elle file une patate pour longtemps. Yes. Voilà. C'est tout bon. Eh bien, merci. Eh bien, merci à Merci tous. beaucoup. Merci Merci de l'invitation, Lance encore une la fois. musique. Vas-y. Salut.